Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre aimable attention. C'est un nouveau forum. Dans la nuit du 9 novembre 2021, dans le nord du Togo, proche de la frontière avec le Burkina Faso, un poste des forces de sécurité a subi une attaque vite repoussée selon les autorités togolaises. S'agissait-il d'une attaque de nature terroriste? Depuis cet assaut, qu'est-ce qui a changé sur le terrain au Togo pour le compte de l'année 2021 en matière de sécurité et de protection civile? La situation est-elle globalement sous contrôle? Et pendant ce temps, au Mali, la situation est toujours critique. Tous les pays de la sous-région ne devraient-ils pas conjuguer davantage leurs efforts pour couper la racine du fléau du terrorisme dont l'épicentre se trouve au Mali? Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons cette semaine le général Yark Damhan. Oui, général, bonjour. Bonjour, monsieur Boko. Merci une fois encore d'avoir répondu à notre invitation promptement et joyeux Noël à vous. Merci, joyeux Noël et c'est avec beaucoup de plaisir. Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Nouvelle TV. Qui nous suivent de par le monde. Vous êtes le ministre togolais en charge de la sécurité et de la protection civile. Je vous rappelle, avant de passer à notre émission, aux fidèles téléspectateurs, qu'ils peuvent bien participer à notre débat avec des questions écrites via WhatsApp au plus 228 96 46 10 31. Je rappelle le numéro, plus 228 96 46 10 31. Dès maintenant, vous pouvez commencer par nous écrire et poser vos questions dans le cadre du thème de cette émission à notre invité, le général Yark Damhan. Monsieur le ministre, le 8 décembre dernier, un convoi logistique de la force MINUSMA allant de Douenza à Sévaré au centre du Mali a heurté un engin explosif. Le bilan est lourd, 7 casques bleus togolais décédés sur le champ et 3 grièvement blessés. C'est un événement tragique, monsieur le ministre. Comme vous le dites, c'est vraiment un événement tragique. Vous savez, depuis 2013, notre pays participe à la mission de stabilisation du Mali. Après les frappes françaises de l'opération Serval, donc il a fallu que certains pays détachent des contingents, dont notre pays est l'un des premiers. Donc depuis 2013, nous avons un contingent composé d'un bataillon, d'un hôpital niveau 2 et de 2 FPU. Ça fait un effectif important pour contribuer à la stabilisation du Mali. Donc le 8 décembre dernier, ce bataillon qui avait la mission d'assurer le ravitaillement des éléments qui sont au niveau de Sévaré, malheureusement est tombé sur une mine. C'est l'occasion pour moi de m'incliner sur la mémoire de ses compatriotes, de ses camarades tombés sur le champ d'honneur. Ils sont tombés sur une mine que nous appelons communément engin explosif improvisé. Le bilan est lourd, 7 morts, 7 blessés graves qui sont actuellement en train de suivre des soins. 3 blessés, est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Comment se passe-t-il? L'état est en progression. Ils sont déplacés à Dakar où ils suivent des soins intensifs. Et nous prions pour qu'ils s'en sortent. Vous avez, le gouvernement togolais a rendu un hommage à ces casques bleus tombés au Mali. Et sur place, le moral des troupes, est-ce qu'ils ont été touchés par ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont encore aguerris pour continuer leur mission? Bon, vous savez, il n'y a pas de mission sans risque. Je disais tout à l'heure que notre pays est au Mali depuis 2013. Ce ne sont pas les premiers éléments qui, malheureusement, sont tombés sur le champ d'honneur. Cela, le président de la République l'a dit, cela ne va pas nous amener à tourner le dos, à capituler devant la barbarie. C'est vrai, dans les premières minutes de l'action, le moral est bas. Mais avec toutes les actions que le chef des armées, la ministre des armées, le haut commandement des armées ont posées, je crois que nos soldats sont prêts pour faire encore face à toute hostilité.
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette actualité. Je voudrais aborder avec vous maintenant la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier au Togo. Togo peu relativement touché. Vos forces également sont concernées, les forces de sécurité. Alors, comment la crise est-elle gérée à votre niveau précisément? Les forces de défense et de sécurité font partie de la nation. Donc, les mesures édictées par le gouvernement les concernent également. Mais je voudrais, avant d'aller un peu plus loin, rappeler que le premier cas de Covid a été enregistré chez nous au Togo le 6 mars 2020. 2020, oui. Et dans la foulée, le président de la République, dans son adresse à la nation, a pris d'importantes mesures. D'importantes mesures qui parfois sont difficiles à supporter, mais on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Donc, aujourd'hui, pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, qui ont pour mission de veiller à ce que les mesures prises et dictées par le gouvernement soient respectées, ils n'ont pas de choix que d'être les premiers exemples. C'est-à-dire ceux-là qui appliquent, ceux-là qui respectent avant de faire respecter aux autres. Donc nous vivons au niveau des forces de défense et de sécurité, nous vivons la pandémie comme tout citoyen togolais avec un grand respect des mesures barrières. Une de ces mesures barrières, c'est la vaccination au sein des forces armées togolaises. Quelle est la consigne? La consigne, pour nous, vous savez, c'est un ordre, c'est un service. Et tout service, ça doit être exécuté. Je voulais aussi vous dire que les forces de défense et de sécurité font souvent l'objet de vaccination. Lorsque vous recrutez des éléments, quand ils vont au centre national, on les vaccine contre certaines maladies. Donc nous avons pris ça comme une opération de routine. Normale. Aujourd'hui, le pourcentage de vaccination au sein des forces est à plus de 97%. Et moi, je voudrais, si vous me permettez, exhorter nos compatriotes à suivre l'exemple des forces de défense et de sécurité. Il y a des gens qui traînent encore le pied pour la vaccination. On n'a pas de choix. La pandémie, il n'y a que ça qui peut nous aider à nous en sortir. Mais beaucoup de Togolais se posent des questions sur les rigueurs dans l'application des mesures barrières comparativement à ce qui se passe dans les pays de la sous-région. Ouais, il ne faut pas copier parce que dans le pays d'à côté, on ne porte pas les masques. Il y a beaucoup plus de liberté, de fluidité. Non. Il ne faut pas faire comme les autres. Pendant longtemps, nous avons essayé de copier ce que les autres font et les conséquences sont là. Aujourd'hui, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Vous savez, nous avons le conseil scientifique, vous avez la coordination de la riposte. C'est des grands responsables. Ils font des analyses avant de soumettre au gouvernement ce qui peut amener le Togolais à s'en sortir. Moi, ce que je demande à nos compatriotes, de ne pas tourner longtemps avant de dire, bon, le gouvernement dit ça, je vais l'appliquer. Il ne faut pas regarder, peut-être le voisin ne porte pas le masque, moi aussi je ne vais pas porter le masque. Je dis, il y a un adage qui dit, lorsqu'on lance un caillou, chacun protège sa tête. Donc les mesures que le gouvernement togolais prend pour mettre ou pour réduire au maximum la propagation du virus, je crois que c'est pour le bien-être de nos concitoyens. Après une baisse significative des chiffres, on constate ces derniers temps que la courbe commence par repartir vers le haut, peut-être la conséquence du variant Omicron qui s'est introduit dans notre pays. Est-ce qu'il faut s'attendre à des mesures plus strictes dans les mois, dans les jours à venir, surtout ces périodes de fête? Certains avaient redouté les couvre-feux. Ce n'est pas encore de vigueur, mais est-ce que c'est d'actualité? Bon, vous savez, le variant Omicron, c'est vrai, qui ces derniers temps fait rage. Et le gouvernement travaille souvent sur les recommandations du conseil scientifique. Si le conseil scientifique, après analyse, dit au gouvernement, tel que nous voyons la courbe grimper, il faut essayer je ne dirais pas de durcir, il faut essayer de renforcer les mesures de restriction. Le gouvernement le fera. Alors nos concitoyens de comprendre et s'adapter.
de comprendre et de s'adapter. Donc jusqu'à présent exclusivement, vous reposez sur, en tout cas, vous prenez vos décisions à partir des recommandations du Conseil scientifique. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a mis en place ce Conseil scientifique. C'est d'éminents professeurs qui ont fait leurs preuves, qui font leurs preuves, et qui sont dans leur spécialité. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une épidémie et ils donnent les conseils qui permettent au gouvernement, qui permettent aux citoyens de s'en sortir. Et les religions ont l'impression que vous vous acharnez contre eux. Non. L'Église aussi bien que les mosquées, longtemps fermées. C'est des lieux publics, que ce soit l'Église, que ce soit la mosquée, c'est des lieux publics. Et une des mesures, c'est respecter la distanciation. Si on ne leur dit pas de respecter, bon, les gens vont se serrer et à la sortie. Il faut être en vie pour pouvoir revenir à l'église le lendemain ou à la mosquée le lendemain. Je m'incline encore sur les compatriotes qui ont perdu la vie au cours de cette pandémie. Aujourd'hui, malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Le gouvernement ne s'acharne contre personne. Le gouvernement essaie de dire aux gens, voilà ce que nous pouvons ensemble faire pour nous en sortir. Ceux qui pensent que le gouvernement s'acharne contre eux, je crois qu'il faut qu'ils revisent un peu leur position. Ce n'est pas le cas. Je voudrais qu'on aborde maintenant le chapitre des accidents de la circulation. Et au regard des statistiques que vous rendez publiques régulièrement, la route continue de tuer énormément au Togo. Pourquoi les mesures collectives que vous prenez ne donnent pas encore des résultats tangibles, des résultats probants? C'est vrai que les statistiques nous choquent parfois. Vous savez, la sécurité routière, c'est une des priorités du gouvernement. En 2013, le chef de l'État avait décrété année 2014, année de la sécurité routière. Un certain nombre de mesures avaient été prises compte tenu des accidents graves, mortels, que nous avons enregistrés en 2013, où on avait enregistré plus de 700 morts. C'est vrai, en 2014, un effort collectif et individuel avait été fait et nous nous sommes retrouvés à peu près avec 400 et quelques morts. Après, bon, il faut aussi noter que le parc automobile s'accroît d'année en année. Les infrastructures s'améliorent d'année en année. Et malheureusement, peut-être c'est la conscience de l'usager qui ne s'améliore pas encore comme nous le souhaitons. Aujourd'hui, au premier semestre, nous étions à 300 et quelques morts. 346 morts exactement au premier trimestre 2021. Nous n'avons pas encore donné les dernières statistiques. Nous risquons de dépasser les 600 morts. C'est trop pour notre pays. C'est trop pour notre pays. Aujourd'hui, ce que nous ne cessons de le faire, il faut appeler les uns et les autres à une prise de conscience. Et parmi ces morts, c'est les 2 roues qui battent le record. Ils sont presque à 2 tiers, aux 2 tiers des cas de victimes que nous enregistrons. Et comme vous le dites, une des mesures pour le gouvernement, c'est de les amener aussi à passer le permis de conduire. Je voulais profiter de votre antenne pour remercier l'OMS qui a lancé un projet de renforcement de la sécurité routière. Le projet pilote de renforcement de la sécurité routière, où plus de 7000 motocyclistes ont passé le permis. L'OMS a accepté de financer cet exercice-là. Dans un pays voisin, les accidents de circulation occasionnés par les 2 roues ont drastiquement baissé en faisant respecter la circulation à droite pour les motos. Est-ce que vous ne pouvez pas, le Togo ne devrait pas essayer C'est vrai, vous savez, aujourd'hui, les infrastructures s'améliorent, heureusement. Et parfois même ceux qui ont ces marchés prévoient de ce que nous appelons les pistes cyclables pour les 2 roues. Quand je dis c'est la conscience humaine qui doit se remettre en cause. Mais les motocyclistes, malheureusement, certains abandonnent ces pistes cyclables et se retrouvent en pleine chaussée, avec les conséquences que cela peut donner. Nous allons travailler là-dessus pour qu'ils comprennent ce qu'on a prévu pour les motocycles, pour les motos, c'est pour les motos. Ce qui est prévu pour les autos, c'est pour les autos. Et qu'il faut respecter et réduire le nombre d'accidents. Mais pourquoi la brigade
la brigade motorisée ne sévit pas davantage? Non, ils font un effort encourageant à la division de la sécurité routière. Moi, je vous dis, on ne peut pas les mettre partout dans nos rues. Je travaille beaucoup plus sur la conscience de l'usager. Ne pas vouloir le policier ou le gendarme à côté avant de respecter, par exemple, les feux tricolores. Il y a 2 jours, il y a un adjudant qui expliquait, quand les gens arrivent, par exemple, c'est orange, il se dit qu'il peut traverser. Alors, il n'est pas sûr de pouvoir arriver de l'autre côté avant l'engagement des autres usagers. Donc, souvent, les résultats sont là. Travaillons plutôt sur la conscience de l'usager de la route. La route est bonne, je dois aller doucement. La route n'est pas bonne, je dois savoir aller. Les gens, malheureusement, parfois aujourd'hui conduisent encore avec le téléphone. Le téléphone à l'oreille, une main s'occupe du volant et il a le téléphone. On voit encore un peu, surtout à l'intérieur du pays, on dirait qu'on leur a dit à partir d'aujourd'hui ne portez plus le casque. J'ai dit, travaillons plutôt sur la conscience de l'usager. Vous avez, dans les années antérieures, travaillé sur la corruption au niveau des forces de sécurité qui sont sur les routes aussi. Est-ce que c'est un phénomène qui a été enrayé maintenant? Je ne peux pas vous dire que ça a été enrayé, mais nous avons pris quand même un certain nombre de dispositions pour diminuer tant soit peu. Nous avons un numéro 10-14 où des agents sont là 24 heures sur 24. Nous avons dit, vous êtes victime d'un acte de corruption, appelez ce numéro, donnez-le votre point précis et une mission va intervenir. Mais le constat, parfois, c'est l'usager même qui provoque. Et quand c'est lui qui provoque, il ne va jamais appeler le 10-14 pour dire j'ai fait l'objet d'un racket. Jamais, il ne va pas appeler. Donc, vous disposez d'un numéro vers le 10-14. Il y a le 10-14 sur lequel qui on est peut logé au niveau dénoncer. du ministère. 24 heures sur 24, il y a des agents qui suivent. Certains appellent, ils ont des éléments de réponse à leurs soucis, à leurs préoccupations. Il y a d'autres, quand c'est eux-mêmes qui provoquent, ils n'appellent pas. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'information? Est-ce que vous ne devez pas intensifier la sensibilisation, la prévention? Parce que ce qui se passe sur les routes, vous circulez parfois, vous voyez les motos à gauche, à droite, devant, derrière, en haut et en bas. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité de parler beaucoup plus et vigoureusement? La sensibilisation, nous continuons par la faire et on ne cessera jamais de la faire. Moi, je reviens sur ce qui me paraît essentiel, la conscience de l'usager. Aujourd'hui, vous avez l'effort de défense et l'effort de sécurité, vous avez plus de 10 000 agents, police, gendarmerie, sur 7 millions de Togolais. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque motocycliste ou derrière chaque automobiliste. Il peut arriver un endroit où il n'y a pas un policier, où il n'y a pas un gendarme. Donc, à l'automobiliste ou au motocycliste, de savoir, voilà, je suis dans un endroit, je n'ai pas besoin de policier ou de gendarme pour respecter le code de la route. Mais, comme vous le dites, la sensibilisation, on n'a jamais cessé de le faire. Nous allons intensifier. Est-ce que les communes la répression, ça se fait. Mais ce n'est pas la solution. À la répression seule, ce n'est pas la solution. Vous payez l'amende, vous payez 5 000, 10 000. Le gars, il quitte, il fait 500 mètres, il fait la même bêtise. Mais si, sans rien payer, il prend conscience de l'enjeu, de sa vie, il n'a pas besoin de la présence du policier ou du gendarme pour respecter le code de la route. Est-ce que les communes peuvent vous aider les forces de défense et de sécurité à régler ce problème au niveau de la circulation? Non, les communes, on peut les mettre à contribution? Dans la sensibilisation, bien sûr. S'il y a des occasions, des opportunités, pas seulement les communes, toute bonne volonté. Vous avez aussi la société civile. Je vois ces derniers temps à certains carrefours, vous avez certains de nos compatriotes avec des pancartes. Ne prenez pas le téléphone au volant, respectez les feux. Je crois qu'il y a beaucoup qui sont conscients et qui s'engagent pour que nous ayons moins de morts, moins de blessés sur nos routes. Ben, en dehors de ces endroits, le reste du temps, c'est l'usager. C'est à l'usager de dire, bon, je vais prendre ma responsabilité et respecter le code. Et les braquages et vols à main armée ont relativement diminué en 2021. Qu'est-ce qui a fait la différence à ce niveau? Bon, je voulais d'abord profiter pour dire félicitations aux forces de défense et de sécurité qui, tous les jours que Dieu fait, sont
réfléchissent comment mettre nos concitoyens à l'abri de ces genres de criminalité. C'est vrai, en 2021, nous avons enregistré moins de braquages, moins de vols à main armée. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini. Vous savez, le constat, c'est un phénomène cyclique. Vous avez certains malfaiteurs, lorsqu'ils sont déférés, on a un peu d'accalmie. Oui. Lorsqu'ils finissent de purger leur peine et ils ressortent, certains s'amendent et ne veulent plus retourner là où ils étaient. Mais d'autres, ils n'ont d'autre choix que de retomber malheureusement dans ce comportement répréhensible. Donc il y a des moments, lorsque nous constatons que les braquages ou les vols à main armée reprennent, on essaie de vérifier. Est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu des gens qui sont sortis de prison? Et souvent, c'est le cas. C'est le cas. Mais je dis aussi que beaucoup de nos compatriotes voient beaucoup de choses, mais ne veulent pas parler. La sécurité n'est pas seulement l'affaire des corps habillés, comme on le dit, c'est l'affaire de tous. Parce que vous avez un voisin qui ne sort que la nuit, il dort le jour. Et vous voyez son train de vie qui n'est pas celui de quelqu'un qui dort le jour et qui ne sort que la nuit. Il faut en parler. Il faut en parler. Est-ce qu'il faut renforcer la législation et condamner plus lourdement ces auteurs reconnus? Je veux vous dire que la condamnation, oui, ça peut corriger. Ça peut corriger. Mais parfois, je me pose aussi la question de savoir si certains n'apprennent pas d'autres techniques pendant qu'ils sont dans les maisons d'arrêt. Nous avons eu un cas il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui a fait 20 ans de prison. Il est sorti en 2020, mais il a repris de plus belle. Après 20 ans de détention. Après 20 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle. Quand la personne est sortie, elle a repris. Elle a repris. Et c'est eux d'ailleurs même qui faisaient les derniers braquages de 2020. Comment vous pouvez imaginer après 20 ans? Il sort, il dit, là où j'étais pendant 20 ans, quand même ça doit m'avoir dit quelque chose. Je vais chercher peut-être un travail à faire. Non. Il a rechuté avec son groupe. Est-ce que les fermetures des frontières à l'occasion de la pandémie de la maladie à coronavirus, est-ce que cette fermeture a aidé à réduire ces cas de braquage? Parce que parfois, certains de ces malfrats viennent des pays voisins. Oui, ça, ils viennent des pays voisins. C'est vrai, les frontières sont fermées. Celui qui vient braquer ici ne passe pas par le poste officiel. Peut-être ils ont des brèches ou peut-être ils passent malheureusement où il y a l'absence des forces de défense et de sécurité. C'est vrai, la fermeture de la frontière, ça a un effet psychologique sur le malfaiteur. Mais ça n'enrête pas ce comportement. Vous savez, nous avons, je ne sais pas s'il faut dire c'est une chance ou une malchance d'avoir notre capitale qui fait frontière avec un autre pays. C'est un des rares pays au monde à avoir cette spécificité. C'est peut-être le seul pays au monde. Si la capitale était à l'intérieur, où vous avez les gros commerces, vous avez les grosses affaires, je vois quelqu'un qui va quitter un village voisin, aller faire 300-400 km dans la capitale pour voler. Ici, c'est beaucoup plus facile. À moins de 5 minutes, il est dans l'autre pays. C'est là où nous disons aussi qu'il faut développer, renforcer notre coopération avec les pays voisins. Donc le déplacement vers le poste juxtaposé en ce qui concerne la frontière avec le Ghana, nous, par exemple, ça peut aider à résoudre... Ça peut aider à résoudre, bon, surtout en matière de fraude. Ça peut aider à résoudre en matière de fraude aussi, en matière de... Parce que les gens n'ont pas trop de tracasseries. Vous faites les formalités ici, vous faites peut-être 20 mètres, vous faites les mêmes formalités. Mais si les agents sont au même poste, vous faites une fois de bon et vous continuez votre route. Ça permet à l'opérateur économique de gagner du temps. Mais nous étant un peu plus loin de la capitale que la frontière à Flao. Le poste à Flao ne sera pas supprimé. Il y a, à ce que je sache, surtout les gros porteurs passeront par nos pays. Et les postes que nous avons sur le long de la frontière ne seront pas supprimés. Ces postes continueront par être opérationnels. Le Togo, comme je le disais en introduction, a récemment signalé un premier cas d'attaque djihadiste dans le nord du pays. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Vous
Vous avez dit, il y a eu une attaque le 9 novembre. Vous savez, depuis, je voulais saluer encore une fois l'anticipation, l'inspiration d'anticipation du président de la République. La crise malienne, les conséquences de cette crise débordent les frontières maliennes. 2012-2013, c'est le Mali. Malheureusement, 2015, c'est le tour du Burkina Faso de subir les attaques terroristes. Déjà en 2018, le chef de l'État avait pris la décision de faire mettre un dispositif sécuritaire dans la partie septentrionale de notre pays, composé des forces de défense et de sécurité pour empêcher toute infiltration. Parce qu'il y a eu un moment où le sud-est du Burkina était vraiment faisait l'objet de préoccupations pour le gouvernement du Burkina. Parce que les djihadistes menaient la vie dure aux forces de défense. Avant même que la CEDEAO n'invite à une conférence extraordinaire des chefs d'État en février 2019. Donc depuis septembre 2018, nos forces étaient déjà dans cette partie du territoire. Et cette présence même a permis en mai 2019, d'intercepter certains qui avaient des difficultés et qui fuyaient. Le dispositif continue d'être amélioré jusqu'au 9 novembre 2021, où les éléments qui étaient en poste à San-Louaga, juste dans la préfecture de Kouendial, ont fait l'objet d'une attaque. Je voulais saluer leur professionnalisme, leur bravoure cette nuit-là. Sinon, ces malfaiteurs, ces terroristes n'étaient pas venus seulement pour observer et repartir. Ils sont venus pour tuer, éventuellement ramasser le matériel et repartir. Qu'est-ce que vos agents ont raconté? Comment l'attaque s'est-elle déroulée? Ils étaient dans leur poste. Et, vous savez, il y a des détails que je ne peux pas vous donner. Permettez que je ne vous donne pas les détails ici. Ils étaient dans leur poste. À une heure tardive de la nuit, ils ont commencé par essuyer le coup de feu. Sachant pourquoi ils sont là, et les instructions qu'ils ont reçues, les conseils qu'ils ont reçus, ils ont riposté. Ils ont riposté vigoureusement, professionnellement, pour les mettre en déroute. Ces terroristes ont dû battre en retraite. Les assaillants étaient-ils en moto? Non, s'ils viennent jusqu'au point en moto, au moins ça va attirer l'attention. Tout porte à croire, ils ont garé les motos loin de la frontière avant d'évoluer à pied jusqu'au point, à leur point d'attaque. Qu'est-ce qui vous a fait dire qu'il s'agissait des terroristes et non des simples braqueurs ou des... Non, ça ne peut pas être des braqueurs. Vous ne pouvez pas avoir une colonne de 20, 30, 50 braqueurs. Et lorsque les gars ont commencé à tirer en criant Allahu Akbar, tout le monde sait les slogans que ces malades-là lancent avant de passer à l'acte. Donc il ne s'agissait nullement des braqueurs, mais des terroristes qui malheureusement sont rentrés dans un pays voisin pour attaquer notre poste. Oui, mais comment vos forces ont pu mettre en déroute une vingtaine de personnes alors que les soldats n'étaient pas préparés? Ils n'avaient pas, à moins qu'ils avaient reçu une alerte. Pas qu'ils n'étaient pas préparés. Enfin, qu'ils n'avaient pas l'information. Depuis septembre 2018, ils savent pourquoi ils sont là-bas. Ils savent pourquoi ils sont là-bas. Les voisins ont des difficultés. Et les gens peuvent dire, si aujourd'hui nous avons pris le dessus sur tel pays, pourquoi ne pas essayer avec l'autre? Et il faut aussi vous dire, aujourd'hui, ces djihadistes, leur intention, c'est arriver jusqu'aux côtes. Il y a des pays qui ont, en 2016, qui ont fait l'objet d'attaques jusqu'au littoral. Jusqu'au littoral. Donc les éléments qui sont là-bas, c'est des professionnels, ils savent pourquoi ils sont là et ils sont sur le qui-vive, prêts à réagir en cas de besoin. Est-ce que vous avez réussi à mettre la main sur certains de ces djihadistes? Cette nuit, il n'y a pas eu d'arrestation. Mais ce que nous savons, il y a eu des blessés dans leur rang. Parce que nous avons vu les éléments en ratissant, vu les traces de sang jusqu'au-delà de la frontière. Mais je disais tout à l'heure qu'au mois de mai 2019, il y a eu des interpellations. Et là, c'est des gens qui s'infiltraient. Donc là, ils ont été interpellés, identifiés et remis aux pays voisins. Voilà des gens que vous recherchez, mais là, ils sont en train de fuir. Bon, est-ce que ça fait... c'est une des raisons pour qu'ils viennent attaquer? Là, je ne peux pas vous le dire. Mais je suis persuadé
que cette action de nos forces de défense en 2019, ça a laissé des traces. Quel type d'armes avaient utilisé les assaillants? En 2019? Non, en 2021, la dernière attaque. Quand ils n'ont pas attaqué avec les cailloux, ils ont attaqué avec les armes de guerre. Ils ont attaqué avec les armes de guerre. Nos éléments ont riposté avec les armes de guerre. Est-ce que vous pouvez nous donner une description plus détaillée des armes utilisées, des Kalachnikov ou des armes plus lourdes? J'ai eu la chance, le président m'a fait honneur de l'accompagner. Vous savez, 24 heures après l'attaque, le président de la République, chef des armées, s'est déplacé pour apporter les encouragements du peuple togolais aux camarades qui étaient sur cette position. Quand nous avons vu les impacts, je peux vous dire, non seulement des Kalachnikov, il y a ce que nous appelons des armes collectives, des armes lourdes. Quand vous voyez le point d'impact sur le mur, vous voyez le point d'impact sur un arbre, nous arrivons quand même à analyser ça. Ça peut être pour un Kalachnikov, ça peut être pour un fusil mitrailleur, un FM. Et c'est ce qui a été. Parmi les assaillants, s'agissait-il exclusivement des étrangers ou est-ce qu'on peut soupçonner qu'il y ait des Togolais parmi ces... Vous savez, des étrangers, on peut dire en majorité, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Aujourd'hui, il y a certains qui pensent que peut-être c'est un point de passage. Il faut aller de l'autre côté, apprendre à tirer et peut-être pour, comme on dit, une initiation. Donc, rien n'exclut qu'il y ait peut-être des Togolais. Mais ce que nous avons en majorité, c'est des étrangers. Nous rappelons à nos fidèles téléspectateurs qu'ils peuvent bien participer à notre discussion en posant des questions au ministre togolais en charge de la sécurité et de la protection civile au plus 228 96 46 10 31 228 96 46 10 31 et un téléspectateur voudrait bien vous poser une question sur ce sujet-là, le sujet du terrorisme. 90 88 14 90 88 14 par votre antenne, je salue le général Yark dans la sous-région. À part le Ghana, c'est le Togo et le Bénin qui sont les pays qui ne connaissent pas d'attaque des djihadistes, mais depuis le début du mois de décembre, ce n'est plus le cas. Donc, ces pays connaissent des attaques. Le Togo est attaqué ainsi que le Bénin. J'aimerais savoir s'il y a un travail collégial qui se fait par ces deux pays frères pour pallier à ce fléau et qui est en train de connaître ses débuts. Nous disons que le terrorisme aujourd'hui ne peut pas être vaincu par un seul pays. Il y a nécessité et urgence de mutualiser les énergies, mutualiser les stratégies et mutualiser les moyens. Nous avons au niveau de nos pays certaines structures de concertation et de partage d'informations, que ce soit au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UMOA, au niveau de ce que nous appelons aujourd'hui l'initiative d'Accra qui regroupe 7 pays. Nous partageons les informations entre nos pays et nous faisons aussi des opérations conjointes qui nous permettent de mieux nous connaître, qui nous permettent de mieux collaborer. Je peux dire à l'issue de l'attaque de San Louaga le 9 novembre, il y a eu des séances de travail qui ont eu lieu entre les états-majors. Vous savez, la localité, aujourd'hui je peux vous dire, ça fait aussi ce qu'on appelle de l'autre côté les 3 frontières. Vous avez le Burkina, vous avez le Togo, vous avez le Bénin. Malheureusement, ces terroristes ont une certaine facilité de mobilité à certains endroits. Donc, s'il n'y a pas une concertation, on ne peut pas venir à bout. Aujourd'hui, avec le Bénin, comme le téléspectateur a posé la question, nous avons été également victimes. Donc, les travaux sont en cours entre les états-majors et du Bénin et du Togo, voir dans quelle mesure il faut, même s'il faut mener des opérations militaires sur le terrain pour au moins sécuriser nos pays. Donc, le travail se fait. Mais on ne peut pas aller au marché et dire nous sommes en train de faire un travail concerté entre le Bénin et le Togo pour venir à bout du terrorisme. C'est Rémi qui nous écrivait de Hijranaoui. Nous allons
vous relayez la question de Richard, notre fidèle Richard Tagba, depuis Kara, 91-62-16, Richard de Tagba. Mes salutations très spéciales à Monsieur le ministre. Chapeau à mon général que j'apprécie énormément pour son intelligence, sa rigueur en matière sécuritaire chez nous au Togo. Alors, ce qui s'est passé chez nous la dernière fois au Nord, Togo, agression terroriste, 3 questions me préoccupent. La première, le système sécuritaire chez nous au Togo est-il fragile ou déficitaire? 2, le Togo doit-il s'inquiéter par rapport à ce qui s'est passé la dernière fois au Nord? Et puis 3, quelle garantie pour nous aujourd'hui? Courage et courage, mon général. C'est Richard Tagba. Première question, est-ce que votre système sécuritaire est fragile ou déficitaire? Je dirais que, il dit déficitaire, c'est trop, je ne dirais pas trop méchant, mais c'est un peu exagéré. Si le système était déficitaire, on aurait pu enregistrer des morts. Donc, le système est efficace, mais demande d'être travaillé davantage. Tout à l'heure, j'ai parlé de la sortie du président de la République dans les 24 heures qui ont suivi l'attaque. Mais après, le président a fait une tournée en sa qualité de chef des armées pour apporter des corrections, pour apporter des améliorations à faire. Ça ne s'est pas seulement limité au poste de Sanlouaga qui a été visé, mais à tout le système. À tout le système. Donc, ce n'est pas déficitaire, mais nous travaillons tous les jours pour améliorer. S'inquiéter, je peux dire, au nord du pays, la situation est sous contrôle. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, sous contrôle, on ne doit pas dormir. Il faut continuer à travailler pour sécuriser davantage nos concitoyens. Une garantie. Là, je demanderai, je ne sais pas, je ne connais pas sa position. J'ai besoin aussi de son apport pour garantir davantage nos concitoyens. La sécurité, comme je disais tantôt, elle doit être l'affaire de nous tous. S'il a une information sur un groupe qui est suspect quelque part, qui ne garde pas cette information, qu'il puisse la mettre à la disposition des professionnels pour être exploité. Ça peut être à l'intérieur, au nord du pays, ça peut être au centre, n'importe où sur notre territoire. Est-ce qu'il existe un numéro vert Il y a plusieurs numéros verts. Dédiés. Nous avons le 115, nous avons le 117. Le 115, c'est police gendarmerie, 117, c'est la police, 171, c'est la gendarmerie, 172, c'est la gendarmerie. Vous avez le 10-14, quand je dis contre les raquettes, mais c'est qui travaille aussi la sécurité. Pour aller un peu plus loin, le 118 pour les sapeurs-pompiers en cas de sinistre. Donc tous ces numéros peuvent servir de renseignement pour signaler tout acte suspect. On va prendre 96 51 30, 96 51 30. Mon général, police de proximité, police citoyenne, où en est-on exactement? Comment l'intégrer? Et puis il a posé une deuxième question avec la possibilité de tourner à gauche à presque chaque 50 mètres. Comment obliger les deux roues à rester à droite? Tout donne... Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Je vais essayer de relire sa question. On va tenter de répondre à la première d'abord. Où en êtes-vous avec la police de proximité? Elle est en marche. La police de proximité ou police citoyenne, vous savez, c'est un principe que nous avons il y a quelques années pour approcher davantage la police aux citoyens. Comme je disais tout à l'heure, la sécurité doit être l'affaire de tous. Le citoyen togolais ne doit pas avoir peur de sa police, ne doit pas avoir peur de sa gendarmerie ou de son armée. La police de proximité, c'est approcher l'administration de l'administré. Lorsque le citoyen a une information à donner à la police, qu'il ne perde pas le temps. Que le policier doit être à l'écoute de la préoccupation du citoyen. Donc c'est un principe que nous avons adopté, que nous enseignons à nos éléments et qu'ils appliquent sur le terrain. Donc c'est en cours. Mais le policier ne va pas vous mettre sur le front police de proximité. Quand de passage, il aborde, il salue, il aborde, tout va bien dans le village, tout va bien dans la ville. C'est aussi ça la police de proximité. Quel rôle joue précisément chaque entité des forces de défense et de sécurité engagées sur le terrain? Vous avez, je vais
revenir là-dessus. À chaque occasion, on essaie d'expliquer, de dire à nos concitoyens, force de défense et de sécurité, c'est pour la sécurité des personnes et des biens. Vous avez la police, vous avez la gendarmerie pour la sécurité intérieure et vous avez l'armée pour l'intégrité du territoire. Mais n'empêche, comme j'ai dit, il faut mutualiser. Il nous arrive, avec même les forces armées, de mutualiser les moyens. Par exemple, dans le contrôle de zone, vous avez peut-être les forces de défense qui appuient les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie, dans le contrôle de zone. La police et la gendarmerie identifient les personnes, mais pour la sécurité du périmètre, on peut mettre les forces de défense. La police judiciaire, la police administrative, ça c'est si vous voulez, c'est ce que la police et la gendarmerie font tous les jours. Vous avez la sécurité civile, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers le font aussi tous les jours. Et les forces de défense interviennent aussi sur réquisition pour appuyer ces deux premières forces. Donc les forces de défense, c'est ce qu'on appelle communément les militaires. C'est les militaires, si vous voulez, les militaires, qui interviennent sur réquisition pour appuyer la police et la gendarmerie, qui sont des forces de sécurité intérieure. S'ils ne sont pas sollicités, que font les militaires en temps normal? Je dis, leur mission principale, la protection de l'intégrité de notre territoire contre toute agression extérieure. Aussi participer aux opérations, si vous voulez, aux opérations de sécurisation de notre pays. Que ce soit au Togo ou à l'extérieur? Au Togo et à l'extérieur. Tout à l'heure, nous avons parlé du cas du Mali. Des camarades qui sont tombés au Mali. Notre pays a cette tradition de répondre présent lorsque l'ONU ou la CEDEAO ou l'Union africaine en font la demande. Nous sommes au Mali, on était au Darfour, nous étions en Côte d'Ivoire, en Gambie, en Guinée-Bissau. Donc la première mission des forces de défense du Togo, c'était au Zaïre. Alors, un téléspectateur voudrait revenir sur la question de la sécurité routière. 90 77 52 90 77 52. C'est Nachembaté depuis Palimé. Pourquoi les passagers remorqués ne portent pas de casque? C'est un travail que nous sommes en train de faire. D'abord, je salue les pilotes ou les conducteurs qui portent le casque. Vous savez, on a mis beaucoup de pédagogie pour amener nos concitoyens à accepter de porter le casque. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour amener le passager aussi à porter le casque. Mais qu'est-ce que les gens nous disent? C'est le même casque pour tous les passagers. Ils craignent la maladie. Mais je dis, ça va être un travail du passager lui-même. Il y a des passagers qui ont leur propre casque. Lorsqu'il se dit, je sors de la maison, je veux revenir sain et sauf. Je n'ai pas de moto, je vais prendre un Zemiya. Au moins, il a la possibilité d'acheter un casque dans un premier temps. Il sort avec son casque, il monte sur le conducteur, sur la moto. Quand il revient avec son casque. Entre-temps, on avait voulu demander aux motocyclistes, quand ils vous achetez une moto, on vous donne deux casques. C'est la réticence de nos concitoyens. C'est la réticence. Une fois que vous avez réussi pratiquement maintenant à imposer le casque à chaque conducteur, est-ce qu'il ne faut pas passer aux passagers? Il faut trouver le bon moment pour faire passer la pilule. Ce n'est pas aussi facile. Il faut d'abord faire un travail de sensibilisation. Amener le passager à dire, en portant le casque, c'est pour moi même, ce n'est pas pour le conducteur de la moto, ou ce n'est pas pour le policier d'à côté. Mais je suis confiant qu'on va arriver un jour. 90 0038, 90 0038. Merci pour l'émission et bonjour à son excellence. Question, pensez-vous que la répression des cultes est la bonne stratégie pour lutter contre le Covid-19? Avez-vous fait le tour des bars et à bord des rues la nuit depuis le mercredi? Le constat est amer, il y a 2 poids 2 mesures. Vous avez dit distanciation, nous le respectons. Vous avez dit cache-nez, nous en portons. Vous avez dit vaccin, nous l'avons pris. Si ce n'est pas de l'acharnement, je ne sais quel autre nom donner à ce qui se passe. Le Covid togolais est-il différent?
Non, le frère ou la sœur, il est trop dur. Hein? Moi, je vais lui demander de continuer par respecter les mesures barrières. Il ne faut pas qu'on se dise les cultes sont... Le gouvernement a un acharnement contre le gouvernement est composé aussi des gens qui pratiquent. Ce n'est pas un gouvernement daté où dire, puisqu'eux ne vont pas à l'église, ne vont pas à la mosquée, c'est pour ça qu'ils prennent ces mesures. Non. Nous, le gouvernement souhaite qu'après la pandémie, que nos lieux de culte soient toujours visités. Que nous puissions aller à l'église, nous puissions aller au temple, nous puissions aller à la mosquée. J'ai dit c'est des lieux du public ou des lieux qui prennent beaucoup de monde. Et si on ne prend pas garde, vous allez sortir de l'église, demain vous ne pourrez plus y retourner. Même au niveau des bars, il y a des bars que nous avons ordonné la fermeture lorsque les mesures barrières ne sont pas appliquées, ne sont pas respectées. C'est le moment des fêtes. On a vu l'année dernière, ou surtout après les fêtes de fin d'année, comment le virus a bondi. Dans certaines localités de notre pays, le gouvernement est amené à décréter le couvre-feu. Est-ce qu'on va dire le gouvernement s'acharne contre cette localité? Non. Et ça a fait ses preuves. On a vu aussitôt, après ces mesures un peu draconiennes, les chiffres sont retombés. Donc le gouvernement n'est ni contre les religions, ni contre le citoyen. Mais on remarque quand même qu'il y a moins de murmures chez les musulmans, les religions traditionnelles par exemple, que les autres. Oh, vous voulez les traditionnalistes, j'ai ma butte de terre à la maison. Il n'a pas besoin du public pour tuer sa poule. Chez le musulman, c'est le respect qu'on demande aux uns et aux autres. C'est le respect qu'on demande aux uns et aux autres. Que les chrétiens ne disent pas que le gouvernement s'acharne contre les chrétiens ou s'acharne contre les musulmans. On essaye d'expliquer. Le gouvernement dit qu'il faut adopter une posture pédagogique. Une posture pédagogique. Moi, tout ce que je vais demander aux religieux, c'est d'appuyer le gouvernement dans ce sens. Ils sont bien écoutés par les fidèles qui prennent cette mesure comme la leur et ça va marcher. Alors, vous n'avez rien contre Dieu. Hein? Non, mais au contraire, nous attendons tout de Dieu. On ne peut pas être contre Dieu. On ne peut pas être contre Dieu. J'ai dit tout à l'heure qu'au sein du gouvernement, je n'ai pas vu un membre du gouvernement qui ne croit pas en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu. Merci, monsieur le ministre togolais en charge de la sécurité et de la protection civile. Nous allons marquer une pause pour une édition du journal. Nous reprenons nos discussions dans une dizaine de minutes. Et les téléspectateurs continuent de vous écrire leurs réponses tout à l'heure aussi. Plus 228 96 46 10 31. Vous pouvez continuer de nous écrire les réponses juste après une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.